tous et bienvenue dans Smart Impact. Je suis ravie de vous retrouver pour parler RSE, transition écologique des entreprises. À mes côtés, comme tous les jours, Émilie Kovacs, fondatrice et rédactrice en chef du média Ecopo. Bonjour Émilie. Bonjour Eva, bonjour à tous. Ravie de vous retrouver pour un nouveau numéro de Smart Impact. Au sommaire, nous parlerons justice et RSE avec Gaïa Witz, avocate associée chez De Gaulle Fleurance et Associés. Notre débat RSE porte aujourd'hui sur l'engagement des leaders RSE avec Benjamin Labonelli, président de l'Observatoire français des corps intermédiaires, et Bernard Coulati, qui est fondateur de Most Engage. Nous verrons que L'Oréal accélère sa transition écologique. Et enfin, nous accueillerons Xu Zhang, qui est la cofondatrice de Pandobac, une solution de zéro déchet. Mais tout de suite, les news avec Eva. C'est une première étape dans la transcription des propositions de la Convention citoyenne pour le climat. Hier, le Conseil de défense écologique a défini les premières mesures qui vont en découler. 2 priorités, la rénovation énergétique des bâtiments et la conservation des zones naturelles. Ça passera par la fin des chaudières au fioul, l'interdiction des terrasses chauffées et la création de parcs naturels régionaux. Des sujets qui touchent directement au quotidien des Français et qui sont cruciaux pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et protéger la biodiversité, selon la ministre de la Transition écologique. Autre décision qui vient cette fois du ministère de l'Économie. Le référentiel du label d'État Investissement socialement responsable, l'ISR, peut désormais être attribué au fonds d'investissement immobilier. Un arrêt salué par l'Association française des sociétés de placement qui travaillait dessus depuis plus de 3 ans. Le label ISR est maintenant éligible pour les fonds immobiliers, les mandats de gestion institutionnels et les fonds spécialisés. Enfin, 50 mesures pour un numérique responsable. Elles sont proposées par le Conseil national du numérique qui propose une convention citoyenne pour questionner la pertinence des usages. À l'instar de ce qui a été fait pour le climat, le rapport pose la question de la limitation des pratiques les plus polluantes. Aujourd'hui, 60% des usages du numérique concernent les vidéos en streaming et à elles seules, celles-ci plombent l'empreinte carbone du secteur qui pourrait représenter 6,7% des émissions nationales en 2040. Et c'est maintenant l'heure de notre invité du jour. Notre invité du jour est Gaïa Witz, qui est associée de chez De Gaulle Fleurance et Associés, avocate bien sûr. Bonjour. Bonjour. Alors, depuis quand vous avez des clients engagés en RSE? Depuis quand vous suivez ces thématiques? Eh bien, en réalité, depuis sa création, depuis 2001, le cabinet De Gaulle Fleurance accompagne des entreprises dans leur transition sociétale, digitale et aussi écologique, je dirais. Et avec l'Observatoire De Gaulle Fleurance et Associés, nous avons souhaité partager ces retours d'expérience que nous avons auprès de nos clients, notamment dans les dimensions écologiques, énergétiques et sociétale. C'est principalement le secteur de l'énergie qui vous concerne, vous, c'est ça? Oui, moi j'interviens énormément dans le secteur de l'énergie et on a énormément de clients dans ce domaine-là. Nous accompagnons des financeurs, des banques, des fonds d'investissement qui investissent dans des projets, notamment d'énergie renouvelable. Et puis aussi, on accompagne des entreprises qui sont petites, moyennes, françaises ou étrangères. Ce qu'on constate chez tous ces acteurs de la transition énergétique et écologique, c'est cette passion en commun, la volonté de faire progresser un secteur qui est vecteur de croissance, d'emploi et puis de vocation aussi. De quelle manière vous les accompagnez exactement, vous, en tant qu'avocate? Eh bien, Est-ce que vous les conseillez ou eux font déjà de toute façon leur transition écologique et vous, derrière, oui, vous êtes là pour les conseiller? Oui, tout à fait. Effectivement, on les accompagne dans la mise en place, dans le suivi de la réglementation qui peut s'appliquer à leur secteur industriel plus particulièrement. Et puis il se passe beaucoup de choses en ce moment. Tout à fait. Tout à fait, vous avez complètement raison. Les lois n'arrêtent pas d'évoluer, de changer. C'est normal, on s'adapte à un monde qui est en perpétuelle évolution, surtout en ce moment. Oui, surtout depuis la période de Covid, vous avez vraiment constaté, il y a eu une accélération, effectivement, de nouvelles lois. Clairement, clairement. Et puis mais les entreprises, on voit qu'elles sont volontaires aussi. Elles ont été à l'initiative d'un certain nombre de mouvements solidaires et sociétaux qui ont pris naissance dans cette crise que nous avons vécue ces dernières semaines. Alors la loi, elle s'adapte. Parfois, elle propose des choses et elle oblige les entreprises à aller plus loin.
mais en réalité, on voit bien que la société civile force aussi les entreprises à aller plus loin et à avancer par elles-mêmes. Et à faire bouger les lignes juridiques, vous trouvez que ça vient aussi des citoyens ? Oui, je pense. Je pense que les volontés citoyennes font aujourd'hui, par exemple dans le domaine de l'énergie, on sent bien que les individus ou les entreprises, on a tous envie de maîtriser un petit peu notre facture écologique ou notre empreinte carbone, comme on dit. Et ça force les entreprises à s'adapter, à proposer des nouvelles choses, à proposer aussi des nouvelles solutions ou des nouveaux services aux individus pour influer dans ce sens-là. Vous parlez de l'opinion publique, des entreprises, des lois, de cet équilibre-là. Est-ce que, selon vous, il y a quelqu'un qui est plus en avance aujourd'hui, une de ces organisations qui est plus en avance ? Est-ce que c'est les lois ? Est-ce que c'est les entreprises, finalement, qui aujourd'hui vont vers cette transition écologique, sans avoir besoin des lois ? J'ai plutôt l'impression que c'est un mouvement qui se construit aussi tous ensemble. C'est la société qui évolue. Alors parfois, la loi rattrape un petit peu ce qui existe déjà. Parfois, c'est l'inverse. On le voit dans le domaine, par exemple, et c'est ce qu'on a montré dans l'Observatoire de Gaulle, Fleurance et Associés, la loi a imposé aux entreprises d'avoir aussi une raison d'être. Des entreprises du CAC 40 avaient parfois déjà adopté des raisons d'être dans leur statut. Et aujourd'hui, ça devient une obligation pour certaines d'entre elles. Finalement, les uns entraînent aussi les autres. La loi encadre. Quel changement pour l'entreprise d'afficher sa raison d'être ? Eh bien, au niveau juridique, ça doit impliquer beaucoup de choses. Oui, alors ça implique d'abord de revendiquer cette raison d'être et de les inscrire dans leur statut. Aujourd'hui, vous avez 50% des entreprises du CAC 40 qui revendiquent une raison d'être, mais elles ne l'ont pas encore toutes inscrite dans leur statut. Récemment, Danone vient de le faire et ça a permis, nous avons montré dans l'Observatoire que 12,5% des entreprises l'ont inscrite. 40% d'entre elles le font via plutôt des communications. Mais ça a aussi comme conséquence juridique que des plaintes peuvent être déposées auprès des points de contact nationaux. Et nous avons constaté que des sujets sur ces secteurs-là sont en forte progression. Des saisines sur les droits de l'homme, sur l'environnement, sur l'emploi et les relations industrielles. Voilà comment ça impacte les entreprises et ce qu'elles doivent faire aujourd'hui. Quel est votre regard aujourd'hui sur les lois françaises versus ce qui se fait en Europe et dans le monde sur ces questions de la transition énergétique ? Alors, peut-être quelques chiffres sur la transition écologique. En France, c'est une réalité depuis quelques années. Entre 2002 et 2018, la production d'énergie éolienne a été multipliée par 114. Donc on est passé de 134 mégawatts installés à plus de 15 000. L'énergie photovoltaïque aussi, depuis 2010, elle a été multipliée par 16 ou 17. Ça, ce sont les chiffres que nous avons constatés dans notre observatoire. Ces chiffres-là, en France, oui, tout à fait. Alors forcément, au niveau juridique, ça a un impact parce que ça entraîne aussi une croissance exponentielle du nombre de contentieux. Par exemple, vous avez, c'est ce qui ressort de notre analyse, 70% des parcs éoliens qui font aujourd'hui l'objet de recours d'opposants. Donc le juge est amené aussi à intervenir dans cette transition écologique. Alors, nous avons constaté, en analysant une série de décisions, que le nombre de décisions judiciaires dans lesquelles interviennent les termes transition écologique a été multiplié par 7, par exemple, dans les dernières années. Mais aussi... C'est un bon signe, ça ou c'est bien pour les pas bien. Mais en tout cas, Moi, je trouve que c'est plutôt un bon signe. Ça prouve que le juge appréhende aussi les sujets qui nous concernent en tant que citoyens et qui concernent aussi nos clients en tant qu'entreprise. Et puis surtout, nous avons analysé toutes ces décisions et nous sommes parvenus au constat que finalement, 2/3 des projets éoliens contestés devant la justice obtenaient à la fin une décision favorable. En matière photovoltaïque, c'est 1 sur 2. Donc, on voit que ça progresse et que même s'il y a des recours, ça n'empêche pas les projets d'aboutir et de sortir. est-ce qu'il y a des secteurs, selon vous, qui sont plus encadrés que d'autres aujourd'hui ? Oui, l'énergie, c'est un secteur effectivement très, très encadré. Et d'ailleurs, la France n'est pas toujours en avance.
peut-être aussi par un excès d'encadrement, parfois. On note une tendance forte à ce qu'on appelle la désintermédiarisation, c'est-à-dire la vente directe de l'énergie des producteurs vers les entreprises. Vous avez ces grands groupes qui essayent de verdir leur consommation et donc qui s'adressent directement à des producteurs d'énergie renouvelable, par exemple. C'est ce qu'on appelle les corporate PPA, les contrats de PPA. Et puis, vous avez aussi ce phénomène de l'autoconsommation, qui sont des projets, par exemple, sur un bâtiment ou sur un site, avec une centrale de production d'énergie photovoltaïque, principalement, qui permet d'alimenter la consommation du bâtiment sur lequel elle est installée ou du site, du périmètre, là où c'est installé. Donc ça, ce sont des sujets, par exemple, qui sont très en pointe. Le corporate PPA aux États-Unis, l'autoconsommation en Allemagne, beaucoup plus en avance qu'en France. Là-dessus, on a un petit peu de retard à rattraper, je pense. Vous disiez qu'il y avait beaucoup de contentieux, notamment dans l'éolien. Ça veut dire que ce n'est pas acquis encore, les énergies renouvelables, et notamment sur l'éolien? Alors, moi, je suis plutôt optimiste parce que les déclarations de notre nouveau gouvernement et du ministre dimanche dans le JDD ont montré que finalement, l'écologie, l'énergie et la transition énergétique vont être un levier formidable de croissance. Et donc, les énergies renouvelables vont en profiter, mais tout n'est pas acquis. Il y a du progrès, il y a encore beaucoup de choses à faire. Qu'est-ce que vous pensez de, par exemple, la Convention citoyenne pour le climat, de citoyens qui aujourd'hui s'impliquent dans la législation française sur ces sujets-là? Moi, je pense que ça fait émerger des nouvelles solutions, des nouvelles idées. Après, des mécanismes pour faire participer les citoyens, ça existe déjà dans la loi et depuis des années. Alors on le redécouvre, on le décline sous des nouvelles formes. Mais en réalité, par exemple, un parc éolien ne peut pas sortir, ne peut pas être créé sans une participation du public. C'est-à-dire qu'on ouvre des discussions, des registres dans lesquels les citoyens sont amenés à se prononcer, à apporter leurs idées ou parfois à revendiquer leurs contestations. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous. Merci. On va maintenant passer à l'édito d'Émilie. L'Oréal adopte un nouveau programme de développement durable baptisé L'Oréal pour le futur. Le groupe de cosmétiques veut transformer son business model pour s'inscrire dans les limites planétaires. Il se fixe une série d'objectifs à horizon 2030. Par exemple, à 2025, l'ensemble des sites du groupe seront neutres en carbone grâce à l'amélioration de leur efficacité énergétique et l'utilisation d'énergies renouvelables. Autre exemple, d'ici à 2030, 100% des emballages plastiques mis sur le marché seront d'origine recyclée ou biosourcée. Enfin, L'Oréal s'est par exemple engagé à réduire de 50% de ses émissions de gaz à effet de serre par produit fini d'ici à 2030 par rapport à 2016. Le groupe souhaite par ailleurs soutenir deux grands projets qu'il juge urgents, les femmes vulnérables et la protection de l'environnement. Merci beaucoup Émilie, c'est maintenant l'heure de notre débat responsabilité sociétale et environnementale des entreprises. Notre débat RSE du jour porte sur l'engagement des leaders RSE. Pour en parler, j'accueille en plateau Benjamin Labonelli. Vous êtes président de l'Observatoire français des corps intermédiaires. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Et Bernard Coulati, fondateur de Most Engage. Bonjour. Merci d'être avec nous. Je précise quand même les deux ouvrages. Le retour des corps intermédiaires aux éditions Fauve, voilà, de Benjamin Labonelli. Et le deuxième, Engagement 4.0 de Bernard Coulati aux éditions EMS. C'est fait. On commence tout de suite avec l'engagement des leaders en RSE. Par quoi ça commence, Benjamin ? Alors, ça commence d'abord par l'engagement. Mais peut-être puis-je vous dire un mot de la structure qui est la mienne, l'Observatoire français des corps intermédiaires. C'est une initiative à travers laquelle j'ai voulu mettre en avant l'engagement sous toutes ses formes. Car l'engagement individuel, c'est peut-être ce qu'on verra ensemble tout à l'heure, l'engagement au titre de la RSE par exemple, ne vaut selon moi que par le maillage dans lequel elle est capable de s'inscrire. Et j'ai donc fait réfléchir pendant une petite année, une trentaine de personnalités. Donc ça va de l'ancien président François Hollande à Jean-Pierre Raffarin, dans le monde de l'entreprise à Jean-Baptiste Danet qui était président de Croissance Plus, à tout un tas de personnalités, Caterina Morino également pour son engagement en Afrique. Bon, mais tout ça est assez varié, mais le point commun
de toutes ces personnalités, c'est de prendre toute leur part de leur place dans notre contrat social, dans notre démocratie, par l'engagement. C'est ça, on commence par l'engagement du leader. Ça, c'est la base. C'est la base. Disons que pour moi, l'engagement, c'est un peu une coproduction, hein. C'est un certain nombre d'acteurs qui sont responsables de cet engagement. Il y a d'abord le collaborateur, on y reviendra certainement. Il y a le manager, il y a l'entreprise aussi, l'organisation en tant que telle. Et puis, il y a les équipes, hein, le collectif. Il y a de l'individuel et il y a du collectif dans l'engagement. De même que dans la RSE, il y a aussi du social et du sociétal. Tout ça, c'est vraiment du... Il faut avoir une vision holistique parce que si on est trop centré sur le leader tout seul, ou sur le manager tout seul, ou sur du marketing de RSE, effectivement, qui n'est pas la bonne approche à mon avis, on se fourvoie un peu sur ces approches-là. Qu'est-ce que vous appelez marketing RSE? Alors le marketing RSE, moi j'ai été DRH pendant plus de 25 ans, donc j'ai pu voir la RSE interne plutôt. J'ai effectivement été dans des superbes sociétés comme Danone ou Pernod Ricard qui sont très engagées dans ces domaines-là, en interne et en externe. Donc ça, c'était un terrain d'observation très intéressant. Danone en particulier qui vient de passer entreprise à mission et qui vraiment est un des exemples pour nous tous aujourd'hui. Ce qui m'a frappé, c'est que effectivement, le marketing de la RSE a été longtemps l'apanage des entreprises en France. Vous avez des pionniers comme Danone ou d'autres, et puis vous avez des suiveurs après, hein, ceux qui essaient de suivre, se raccrocher au mouvement, parce qu'effectivement aujourd'hui, il y a les citoyens, il y a les consommateurs, il y a les salariés, tout ça c'est une même personne, et on se dit bon, il faut avoir une approche globale effectivement du sujet. Donc qu'est-ce qu'on peut faire pour aller dans ce sens-là? Et donc la première approche qui n'est pas la bonne à mon avis, c'est de faire du marketing. C'est-à-dire de dire on va communiquer sur le sujet pour avoir une bonne image, pour être bien noté par les entreprises qui font de la notation, et pour avoir aussi, c'est le DRH qui parle, pour avoir aussi une belle marque employeur, puisqu'on sait que les jeunes en particulier, les milléniaux, sont friands de RSE, et une entreprise qui a une mission, qui sauve la planète, qui est verte, forcément est très attractive pour eux. Donc on va aller à fond dans ce domaine. Donc moi, mon point d'attention, c'est de dire super, attention, mais attention à aussi faire du social en interne. Hein, dans sociétal, il y a société, il y a social. Il ne faut pas que le sociétal, la RSE, cache, soit la forêt, c'est le cas de le dire, qui cache le désert social interne, c'est-à-dire ne plus rien faire en interne pour motiver, engager les gens. Donc c'est là où l'engagement, on aura une différence d'appréciation. La crise de la Covid-19, selon vous, a-t-elle inciter plus de dirigeants, plus de leaders à prendre la voie, à accélérer leur engagement RSE, selon vous? Alors, est-ce qu'on peut peut-être de rebondir sur ce que disait monsieur et même de le prolonger? Je pense qu'il faut se méfier de ne prendre la question de l'engagement des sociétés qu'à travers la politique RSE. Parce que si on prend un exemple emblématique, par exemple, comme Michelin, qui il y a un siècle déjà, crée le club de rugby de Clermont-Ferrand, crée des écoles, crée des cliniques, crée des cités ouvrières. Et après, dans sa politique, je ne fais pas de publicité, mais invente le pneu qui ne crève pas, privilégie le caoutchouc réel au caoutchouc de synthèse. On comprend bien qu'ils n'ont pas attendu l'acronyme RSE pour agir dans le sens qui est celui que vous souhaitez pointer aujourd'hui avec talent, je veux dire, pour mettre en avant le talent des entreprises à s'engager. Alors, concernant la Covid, je dirais qu'il est certainement un peu trop tôt pour différentes raisons. Trop tôt pour juger, parce qu'on n'en est pas vraiment sorti, parce que la RSE en tant que telle n'est pas forcément très facilement mesurable, qu'elle ne concerne qu'un nombre, ma foi, alors certes de sociétés exemplaires, mais un nombre limité. On est à quelques dizaines de milliers d'entreprises qui font de la RSE sur quand même plusieurs millions d'entreprises. Et ma crainte, si j'en ai une, avec la rentrée cataclysmique que l'on nous annonce volontiers, que les analystes financiers nous annoncent, c'est que l'on sacrifie pas mal de principes, notamment concernant l'emploi durable, certains principes de RSE. Oui, je crois que sur la Covid, il faut que je m'habitue à la Covid et pas le Covid. Je crois qu'il y a on ne sait pas encore ce qui a changé exactement, vous avez raison de le souligner, on n'a pas assez de recul encore aujourd'hui. Je crois quand même qu'il y a deux choses au moins qui ont changé. L'avant et l'après, comme on dit. D'abord, c'est tout le souci autour de la sécurité et de la santé, du bien-être. Bon, ça, c'était des choses qui prévalaient déjà avant cette crise, mais qui vont certainement être, pour les employeurs en tout cas, un souci d'attention plus particulier aujourd'hui, pas seulement pour le télétravail, hein, ça c'est un épisode parmi d'autres, mais sur l'ensemble du rapport du collaborateur à son entreprise. Et le deuxième point encore plus important, c'est cette fameuse, alors c'est un peu tarte à la crème, mais cette fameuse quête de sens, vous savez, dont on parle tant. Et bien là, avec cette crise-là, avec la RSE dont on parle, là, cette quête de sens a pris tout son sens, c'est le cas de le dire. Et je crois qu'aujourd'hui, on ne peut plus manager une équipe, motiver des collaborateurs, faire une politique de ressources humaines digne de ce nom, sans se soucier du pourquoi.
et pas seulement de comment je fais les choses, comment je travaille, mais aussi pourquoi je les fais. Et par quels outils alors quels outils on utilise pour se soucier justement du pourquoi ? Est-ce que c'est par la formation des collaborateurs ? Par quoi on passe justement pour impliquer tout le monde ? Alors on passe pour moi par 4 cadrans différents. Il y a d'abord l'organisation en tant que telle qui doit offrir effectivement de la formation, peut-être des événements internes, une animation interne de l'entreprise. C'est pas seulement de la formation en tant que telle, c'est aussi des événements, des expériences collaborateurs positives dans ce domaine-là. Donc ça c'est une offre effectivement que les entreprises doivent avoir, à condition d'être durable. Pas faire des expériences type baby-foot. Là, on est bien dans quelque chose qui va s'inscrire dans la durée. Ensuite, il y a le deuxième acteur, vous l'avez cité tout à l'heure, c'est le leader, le manager d'équipe. Si lui n'est pas convaincu, effectivement, ou elle, de ces aspects-là, c'est compliqué de transmettre et d'engager ses équipes. Ensuite, il y a l'équipe en tant que telle. Il peut se passer plein de choses dans une équipe avec des collègues de travail sur le sujet. Et puis le collaborateur in fine, qui peut avoir des engagements individuels externes à l'entreprise, d'ailleurs, qui serait bon peut-être d'amener dans l'entreprise aussi, pour en faire bénéficier l'entreprise. Vous savez, là, on parle d'entreprise étendue de plus en plus. L'entreprise étendue, c'est d'avoir effectivement des personnes qui vont faire du mécénat à l'extérieur, mais aussi qui ramènent peut-être un peu de leur vie personnelle dans l'entreprise. C'est à double sens. Si j'anime une ONG ou si une animation de quartier avec de charity, comme on dit en anglais, une entreprise sociale, pourquoi je n'en ferais pas bénéficier mon entreprise ? Mon entreprise peut utiliser ces compétences-là, après tout. On va s'arrêter là. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été avec nous aujourd'hui. C'est passé très vite, ces 10 minutes de débat. Merci beaucoup. Merci à vous. On passe maintenant à la bonne idée du jour. Les bonnes idées du jour sont celles de 2 femmes qu'on est ravis d'avoir en plateau. Alors, il y a tout d'abord Marie-Lou Maugier, vous êtes cofondatrice de Possible France. Bonjour. Et Shu Zhang, qui est cofondatrice de Pandobac. Bonjour. Bonjour. Que vous soyez avec nous. Alors, on va commencer peut-être avec vous, Marie-Lou. Est-ce que vous pouvez nous présenter Possible France ? Oui, alors Possible, c'est un service de location de vêtements et accessoires éco-responsables par abonnement mensuel. Nous voulons rendre la mode éco-responsable accessible à toutes et nous collaborons essentiellement avec des marques de fabrication française et qui privilégient une fabrication éco-responsable. Vous étiez déjà dans la mode avant ça ? Pas du tout. Je faisais du conseil en système d'information et je travaillais pour le ministère de la Défense et le ministère de l'Intérieur, donc rien à voir. Et quel constat vous avez fait alors pour créer cette entreprise ? En fait, j'ai fait un tour du monde et j'ai pris conscience aussi que nous avons le pouvoir de changer les choses, nous avons le pouvoir d'impacter du bon sur la planète. Et quand je faisais du conseil, j'avais toujours un dressing surencombré et je suis sûre que vous avez souvent cette sensation et la sensation de n'avoir jamais rien à mettre. Et j'avais des pièces que je portais peu ou presque pas. Je jetais chaque année des kilos et des kilos de vêtements et je me suis dit, mais finalement, comment je pourrais avoir du renouveau permanent dans ma garde-robe, être stylée et à la fois éviter de gaspiller chaque année des kilos de vêtements. Et d'où la création. Alors, avec une associée, c'est ça ? Vous êtes 2 ? Oui, on est 2, Olivia Marc. Elle a quitté son job en janvier 2020. Il faut savoir qu'on est toute récente. Possible France a été créée en janvier 2020 et on s'est lancé dans cette aventure un petit peu folle parce qu'on a quitté toutes les 2 notre job, donc on a démissionné et on croit tellement au projet qu'on est à fond dedans. Et qui sont vos clientes, du coup, les premières là Alors, on a commencé par une campagne de crowdfunding, donc une campagne Ulule. On a commencé en janvier et maintenant, nos clientes, c'est une femme qui aime la mode, une femme qui aime changer de style et qui a à la fois une conscience environnementale. Et vos objectifs pour les mois, les années à venir ? Alors, je vous avoue qu'on a été touchés, comme à mon avis, beaucoup d'entreprises par la crise du Covid. Et on essaye un petit peu de refaire surface et nos objectifs. Donc là, on a une toute nouvelle collaboration qui arrive avec Birchbox, donc c'est pas mal. Et dès ce week-end, on va avoir une boutique éphémère au Grand Voisin. Donc vous pourrez essayer vos pièces et repartir avec vos pièces et changer plusieurs fois par mois. Shu Zhang, la solution que vous proposez est un peu différente. Parlez-nous, vous, de Pandobac. Oui, alors c'est très différent. Effectivement, nous, on propose un système d'emballage réutilisable pour uniquement des transports en plus entre professionnels. Du coup, on remplace des cartons, des cagettes en bois, des caisses polystyrène qui sont plutôt invisibles du grand public. C'est vraiment des transferts de marchandises de tomates, par exemple, du producteur jusqu'à une coopérative. Ensuite, la coopérative va revendre les tomates à des
des grossistes, qui vont arriver à des restaurants. Tous ces trajets, en fait, tout l'approvisionnement amont de ces marchandises aujourd'hui sont faits dans des emballages jetables à usage unique, qui sont vraiment jetés à la fin de la chaîne. Et nous, on vient proposer tout un service qui va comprendre ces bacs justement qu'on va louer. On a plein de modèles différents qui permettent vraiment de pouvoir transporter tout type de marchandises. On va du poisson jusqu'aux tomates, jusqu'à de la crème, du beurre, etc. On propose également le lavage et le suivi des contenants pour vraiment assurer la réutilisation au maximum de ces boîtes. Voilà. C'est consigné, quoi, ces boîtes, du coup. Vous vous en occupez du début jusqu'à la fin, c'est infini, en fait. Voilà, exactement. Alors après, on n'applique pas un système de consigne pure, parce que, comme je disais, c'est vraiment entre professionnels. Du coup, c'est toujours le même point A qui va livrer le point B. Donc, il y a moins besoin de consigne que dans un système où c'est le particulier qui va récupérer le contenant. Mais oui, c'est vraiment la même idée. En fait, nous, on veut remettre au goût du jour les emballages réemployables qu'on a oubliés. En fait, on les a utilisés. Il y a plusieurs dizaines d'années. Aujourd'hui, on les a complètement oubliés pour un souci de facilité, entre guillemets. Et en fait, on se rend compte que ça crée beaucoup trop de déchets, beaucoup qui sont tous incinérés, enfouis. Et voilà. Et donc, c'est l'idée. Votre histoire, il me semble, elle a commencé à Rungis, c'est ça? Oui, alors mon histoire encore un peu plus tôt. En fait, moi, j'ai connu en fait ce problème. Comme je disais, en fait, ces emballages sont invisibles en fait du grand public. On se rend pas compte que un supermarché en fait va générer ce type d'emballage. Il va générer plusieurs camions par semaine en fait, juste de carton, de cagettes en bois. On s'en rend pas forcément compte. Moi, c'est parce que j'ai ouvert un restaurant en fait en 2014 où justement je recevais cette marchandise-là dans ces emballages jetables. Pour un tout petit restaurant comme le mien, j'avais une trentaine de couverts. J'avais environ 3 grosses poubelles en fait, juste d'emballage à chaque livraison. Pour une petite structure, donc imaginons pour une grande. Et j'ai visité le Ritz parce que du coup maintenant on travaille avec des grandes structures et le Ritz, ils ont une personne à temps plein qui gère uniquement ces emballages-là, qui les met dans un compacteur. Ils ont une salle dédiée à ça. Enfin voilà, c'est des coûts et en fait un embêtement monstre pour des emballages en fait qui viennent toujours du même fournisseur. Bon, voilà, donc c'est un peu absurde. Et effectivement, nous après, on a ouvert un centre de lavage dans le marché de Rungis, donc au plus près de nos clients, donc grossistes, pour assurer effectivement le lavage, le suivi et la mise à disposition des bacs. Et on a ouvert ça il y a 1 an. Quels sont les matériaux des bacs, précisément? Alors, ils sont en plastique, tout à fait, mais il faut vraiment différencier effectivement plastique à usage unique et plastique réutilisable. Le problème, c'est que souvent, on parle juste de plastique, c'est mauvais, mais sans différencier les deux. Aujourd'hui, effectivement, on a des bacs qui sont solides, légers, qui peuvent faire plusieurs centaines de rotations et qui sont vraiment destinés effectivement à ça. Merci beaucoup à toutes les deux d'avoir été avec nous sur notre plateau et de nous avoir présenté vos entreprises. C'est déjà la fin de votre émission, mais on vous retrouve très vite avec Émilie. Et oui, Eva, on vous retrouve demain pour une nouvelle émission.